Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. Les examens du baccalauréat technique prévus à partir de ce lundi 16 juin. Nous irons à Kédougou où les élèves du lycée Maba Guirassy sont coachés à la gestion du stress et du trac. Des producteurs d'oignons à Saint-Louis tirent la sonnette d'alarme. Aucun écoulement de leurs produits. Ils accusent l'État de favoriser les agro-industriels. La perte est estimée à des centaines de millions de nos francs. C'est désormais officiel, l'instauration d'une journée internationale du naufrage du Joola. Ziguinchor et Dakar vont abriter la première édition prévue en fin juin. Et puis dans ce journal, on s'intéresse au processus d'élection du poste de secrétaire général de l'ONU. Entre tractation et veto, Daniel Diouf nous plonge dans les coulisses d'une élection pas comme les autres. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Préparation du baccalauréat technique prévu à partir de ce lundi 16 juin. Le lycée Maba Guirassy de Kédougou mise sur l'accompagnement psychologique des élèves. Des techniques de gestion du stress et du trac sont mises à disposition, nous dit Ibrahima Diabakhate. 24 heures du démarrage des épreuves du bac technique, l'ambiance est studieuse au lycée technique industriel et minier Maba Guirassy de Kédougou. Ici, 201 candidats des séries SEG, STI2, D, T1 et T2 préparent activement à franchir la dernière étape de leur parcours secondaire. Pour aider les élèves à mieux aborder cette phase cruciale, le CAOPS, Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kédougou, a mis en place une stratégie d'accompagnement ciblée axée sur la gestion du stress et le développement de la confiance en soi. Donc on le fait parce qu'on sait que l'examen du baccalauréat, c'est l'examen le plus populaire au Sénégal. Il y a tellement de pression, tellement d'attente sur les élèves, ce qui fait que ces élèves-là, à l'approche des examens, ils éprouvent énormément de stress. Et ce stress-là peut avoir des conséquences négatives sur les résultats de ces élèves-là. Donc pour cela qu'aujourd'hui, on vient les accompagner dans ce domaine-là, dans la gestion du stress, mais aussi pouvoir les donner des conseils pratiques qui vont leur être utiles vraiment dans cette épreuve qui les attend. Des initiatives bien accueillies par les élèves. D'ailleurs, certains d'entre eux ont pu élaborer leur propre planning de révision. Moi, le bac, je l'ai préparé, j'ai sorti mon propre emploi du temps. Le matin, je fais des exercices et le soir, j'apprends mes leçons. Parce qu'il y avait le stress un peu, mais j'essaie de gérer ça en faisant des exercices parce que je me dis, quand j'ai la main, je peux le faire. Au lycée Maba Guirassy de Kédougou, l'heure est à la concentration et à la détermination pour franchir cette étape du baccalauréat avec succès et confiance. À Diourbel, les élèves des lycées et collèges n'ont toujours pas la bonne information concernant leur orientation scolaire. Pour pallier cela, le Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle a organisé une journée dédiée. Voici Boubacar Sy, le directeur du centre, au micro de Babacar Diouf. Et en partenariat avec l'initiative FIT et la GIZ également, ont initié cette journée-là pour pouvoir accompagner les élèves dans leur insertion professionnelle. Parce qu'on est parti du constat que dans la région de Diourbel, bon nombre d'élèves également sont en chômage après l'obtention d'un certain diplôme. Maintenant, le KOSP également voulait jouer sa partition dans cette insertion professionnelle-là en organisant cette journée pour en tout cas créer une thématique avec des professionnels qui vont discuter sur plusieurs thématiques pour pouvoir accompagner quand même ces élèves dans l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que souvent, ces élèves-là ont un manque d'information. Ou bien, même s'ils ont l'information également, ils n'ont pas la bonne information. L'insertion professionnelle, c'est l'objectif visé, c'est de stimuler les élèves qui pensent que, ou les parents d'élèves qui pensent que les apprenants des CFP, c'est généralement des élèves qui n'ont pas réussi dans le système de l'enseignement général. C'est pour eux l'école de la seconde chance. Donc on veut déconstruire cette représentation-là pour qu'ils puissent comprendre que dans les CFP également, il y a des diplômés qui sont là-bas et qui ont acquis durant ces années de formation un certain savoir-faire.
Nous refermons ce volet éducatif avec la cérémonie de graduation annuelle de l'école ENCO Éducation. Des centaines d'élèves ont reçu leur diplôme en présence de leurs familles respectives. Le parrain d'honneur, un ancien de l'établissement, invite les jeunes à percer le mystère du monde moderne et à viser loin dans le secteur industriel, nous dit Ahmadouba. Aussi, nous avons été accompagnés par nos aînés. Et ENCO Ouaka forme des citoyens du monde, forme des élèves qui non seulement ont la connaissance, mais aussi ont la bonne attitude et les aptitudes nécessaires pour naviguer le monde complexe dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc voilà l'objet de ma présence ici aujourd'hui pour accompagner les élèves en tant que parrain de la promotion 2025 de ENCO Ouaka. Vous savez, mon rôle c'est d'échanger avec eux, d'être comme un mentor. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir une personne avec qui vous pouvez partager vos peurs, partager aussi les doutes que vous avez, quelqu'un qui peut vous écouter, vous conseiller et pourquoi pas vous orienter vers quelques filières professionnelles qui pourraient intéresser ces élèves. Donc je suis vraiment dans un rôle de mentor et dans un rôle de soutien à ces élèves qui aujourd'hui font leur graduation avec ENCO Ouaka. Nous vous le disions en titre, à Saint-Louis, les producteurs d'oignons tirent la sonnette d'alarme. Leur récolte pourrissent, faute de débouchés. Ils pointent du doigt l'État qui favoriserait les grands groupes agro-industriels. Selon eux, les pertes sont estimées à des centaines de millions de nos francs. C'est un reportage signé Ousseynou Diop, Abitsek. Des communes de Gandon et Ndiébène-Gandiol sont très inquiets. Dans plusieurs sites de stockage, on enregistre des centaines de tonnes du produit stocké dans les magasins. Ici, le sac est vendu à moins de 5 000 francs CFA, une perte énorme pour les producteurs qui peinent à écouler leurs produits. Nous n'avons rien vendu. Les charrettes viennent tous les jours, mais nous ne pouvons pas vendre l'oignon local. Nous voulons aussi répondre au ministre de l'Agriculture, qui avait récemment soutenu que les agrobusiness sont les locomotives de l'agriculture. Il ignore complètement le rôle essentiel des producteurs. Les producteurs du département de Saint-Louis ont exprimé leur inquiétude. Ils réclament des chambres froides et l'appui de l'État du Sénégal pour vendre les centaines de tonnes d'oignons disponibles sur le marché. Un seul site peut assurer l'approvisionnement du marché national. Hier, les producteurs étaient très inquiets parce que le ciel menaçait d'ouvrir ses vannes. Donc nous réclamons le soutien de l'État dans l'urgence. Ces producteurs d'oignons du département rencontrent depuis quelques jours d'énormes difficultés. Et l'agent est le président de l'association des producteurs du département. Rien que pour la Tabaski, tous les producteurs étaient dans des difficultés. Mais il faut reconnaître que les agrobusiness ont pollué le marché local. L'État doit réorganiser le secteur. Dans tous les sites visités, des tonnes d'oignons pourrissent chaque jour à cause de la mévente. Ces producteurs d'oignons ont promis d'organiser une grande marche dans les jours à venir si rien n'est fait. Toujours sur le front socio-économique, cette fois-ci à Dodji, c'est dans le département de Linguère. Les populations ont exprimé leur colère face au mutisme des autorités sur leurs doléances, notamment les promesses non tenues, la mise à disposition d'une ambulance ainsi que l'aménagement d'une route praticable. Djambour Ndiaye s'est prononcé à l'issue de leur point de presse tenu dans les locaux de la sous-préfecture. Il est au micro de Moustapha Ndiaye et Sidi Cham. De la commune de Dodji, soucieux du développement durable de notre localité, soumettons ce mémorandum pour alerter les autorités sur les défis majeurs auxquels nos populations font face. Absence d'un lycée public dans la commune de Dodji. Des dizaines d'écoles sont fermées faute d'enseignants, parmi lesquels on peut citer Dundoun, Wendubey, Palol, Tchele, Dasmourou, Boé, Tchaski et j'en passe. Tous les villages environnants ne sont pas électrifiés. Dégradation avancée de la route Ndjoum, qui reste notre principale préoccupation. La route Linguère-Ndjoum, c'est notre principale préoccupation. Il y a également les pannes récurrentes des forages comme Palol, Tchaski, Boé, etc. Nous avons également un manque d'ambulances pour évacuation en tout cas pour les évacuations, mais également absence d'un infirmier chef de poste dans la commune. Nous avons également des insuffisances de structures sanitaires de proximité. Nous avons des problèmes de postes de santé, mais également des cas de santé dans les villages environnants.
Également, nous avons une absence de foyer des jeunes, mais également un chômage massif des jeunes. En tout cas, nous avons des attentes suivantes. Les attentes que nous avons, en tout cas, par rapport maintenant à ce nouveau régime, c'est de nous construire un lycée public dans la commune de Dodji. À défaut, ériger un des collèges en lycée. Érection de cases et de postes de santé dans les villages éloignés. Affecter un infirmier chef de poste dans la commune. Création d'un foyer des jeunes. Programme de formation et d'emploi pour les jeunes. Électrification de tous les villages. Construction surtout de la route Ndioum-Linguère. Réparation des forages défectueux, mais également mise à disposition d'une ambulance neuve. Nous espérons un engagement concret des autorités compétentes et restons disponibles pour un dialogue constructif autour de ces priorités. Hann Bel-Air renoue avec les activités de reboisement et de nettoiement, une initiative des associations Mariste Tchakanam et le Ndogu du Cœur. Le lancement officiel s'est tenu ce dimanche matin en présence de plusieurs autorités, comme nous l'explique ici Al-Hassan Bamoud Diop. Ce sont des jeunes qui ont compris l'importance de l'investissement citoyen. Cette journée de lancement des activités de reboisement initiée par les associations Mariste Tchakanam et Ndogu du Cœur avec l'implication stratégique de Pape Ousmane Diallo entre dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie à Hann Bel-Air. On a décidé de fusionner nos forces, Mariste Tchakanam et Ndogu du Cœur, en partenariat avec Pape Ousmane Diallo, donc, qui nous a facilité cette convention. Donc on a un plan d'action et là c'était juste une grande journée de lancement. C'est une journée de lancement pour un vaste programme dans toute la commune. Et l'objectif est qu'on ait une commune verte et un bon cadre de vie. Les différentes autorités, partenaires de ces différentes associations, saluent l'initiative qui, selon elles, doit être pérennisée. La remarque, elle est amère. On a vu que la région de Dakar, qu'on appelait Cap-Vert, est passée de Cap-Vert à Cap-Béton. Nous, habitants de cette région, nous avons l'obligation quand même de planter beaucoup d'arbres. Les habitants de Mariste Hann Bel-Air doivent s'organiser davantage, arroser le maximum et dédier ces plantes à des personnes, ce qui permettra quand même un bon suivi. Aujourd'hui, nous sommes témoins du changement climatique, du réchauffement de la planète et de beaucoup de maladies qui apparaissent. Et en partie, c'est lié à la dégradation de notre environnement. Les jeunes ont compris que nous avons un beau quartier, un très beau quartier, avec des acquis naturels enviables, tels que le parc de Hann, les lacs naturels, mais tout ceci n'est rien sans maintenance, sans entretien. Moi, je suis particulièrement fier d'avoir coaché et travaillé avec une telle jeunesse. Pape Ousmane est une force tranquille, qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait beaucoup. Nous ne pouvons pas ne pas remercier également nos partenaires, nos bailleurs. La mairie, pour sa part, représentée par Tamsir Niang, encourage ces différentes organisations. Elle estime que le cadre de vie est une préoccupation générale. Le ministre de l'Environnement sera à Hann le 18 de ce mois pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. C'est pour vous dire que véritablement, le cadre de vie est une préoccupation municipale, mais c'est une préoccupation étatique. Nous, au niveau du conseil des quartiers, on a un problème crucial. On n'arrive pas à fédérer les jeunes. Parce que le conseil des quartiers fédère toutes les associations du quartier. Aujourd'hui, si Mariste Tchakanam, représenté par M. John, vient prendre la relève, on ne peut que saluer cette action-là. L'autre préoccupation est le suivi et l'entretien après reboisement. Ils invitent les populations à s'approprier ces actions. Cap à présent sur Pélène, c'est dans le département de Tivaouane, pas d'eau, pas d'électricité, encore moins de postes de santé. S'y ajoute l'insécurité au point que même les personnes du troisième âge ont participé à la mobilisation. C'est un compte rendu signé Cheikh Anta Diop Seylatir. Dans la commune de Meouane, la place publique du village a été trop étroite pour accueillir la forte mobilisation des populations. Ces dernières ont décidé de se faire entendre pour dénoncer la problématique de l'électricité. Selon leur porte-parole, tous les villages environnants sont électrifiés, sauf Palenpon. Il y a les lignes, les fils haute tension qui traversent le village, mais on ne peut pas y bénéficier. Ça, c'est l'insécurité. Pendant la nuit,
on est même obligé de rester dans la maison. On a peur de sortir. Il y a aussi un manque de clients dans ce village. La seule borne fontaine implantée par les ICS alimente tous les villages. Cette situation plonge les femmes dans le désarroi. Il y a aussi l'eau des usines, comme les ICS qui nous traversent, mais on ne peut rien bénéficier. On est là ici quand même pour quand même faire nos vœux pour les autorités, pour qu'ils puissent nous entendre. Cette localité n'a toujours pas de poste de santé. Les populations sont obligées d'aller à Ndank, distant de 8 km pour se faire soigner. Parfois, ils parcourent même de plus de 8 km parce qu'il y a le village de Ndank qui a un poste de santé, mais ça a un peu de sang. Et toi, on est obligé de partir jusqu'à là-bas pour se faire soigner. Et tu vois les risques qui se prennent dans les problèmes de santé. Il y a beaucoup de problèmes ici. Hantés par la peur à cause de l'insécurité, les agressions, le vol de bétail, les habitants de Pelenpon veulent que des solutions urgentes soient envisagées par les autorités pour électrifier le village. Et nous parlons de l'hivernage avec son lot de désagréments. Chaque année, le cimetière de Jules Kounda affiche un tableau indescriptible. La construction du canal d'évacuation d'eau tarde à être livrée par l'ONAS. Une journée de mobilisation a été initiée par des autorités locales, dont le gouverneur, compte rendu Bakary Konté Halijeme. Je bouge du côté du cimetière de Jules Kounda où l'Office national de l'assainissement du Sénégal a relancé les travaux de construction d'un canal d'évacuation d'eau pluviale. Entre la visite du directeur général Séniguien et ce mois de juin, les travaux ont bien avancé. Ce projet consistait à faire un canal, réaliser un canal qui va capter les eaux à partir de la ville, qui va les acheminer vers le fleuve. Maintenant, nous nous sommes confrontés à des difficultés qui consistent à des ruissellements accentués vers une basse plaine qui mène directement vers le fleuve. Et cela fait aujourd'hui que l'ouvrage est menacé. Une journée de mobilisation sociale a été initiée par le conseil communal de la jeunesse, la mairie, Sonaged et le cadre de vie pour préserver l'ouvrage contre le ravinement. C'est juste une prise de conscience de la part des populations qui ont compris que l'État, ce n'est pas une affaire des autorités administratives ni des services techniques, mais c'est une affaire de la population dans sa globalité, y compris plus particulièrement la jeunesse. Parce que quand on dit que la jeunesse est le fer de lance de tout développement, il est important que nous puissions être au devant de la scène. À chaque fois qu'ils sollicitent la mairie, surtout pour la mise à disposition de notre engin pour le remblage, donc nous mettons à disposition le camion de la mairie pour appuyer l'entreprise dans la collecte du sable de remblai. Pour sa part, le gouverneur s'est félicité de l'initiative citoyenne et de l'état d'avancement des travaux. Toutefois, Djadja a souhaité que la cadence soit accélérée. Le problème constaté, c'est que les travaux avaient connu un arrêt. Par la suite, il y a eu une reprise, mais avant la fin des travaux, nous sommes déjà en plein hivernage. Tout cela montre la nécessité pour l'entreprise d'accélérer les travaux afin de protéger l'ouvrage contre les ravinements. L'entreprise chargée des travaux a promis de renforcer le personnel et les moyens afin de terminer ce chantier dans les plus brefs délais. Cap à présent sur l'hôpital Mam Abdou Aziz Sy Dabakh où est notée la recrudescence du diabète et autres maladies chroniques. Médecins et autres agents de l'hôpital alertent sur le fléau. Ils ont sillonné les artères de la ville sainte et exhortent les populations à aller se dépister à temps. Voici le docteur Abdou Aziz Sy Dabakh au micro de Cheikh Anta Diop Seylatir. Les initiateurs de cette randonnée pédestre pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais également pour le diabète. Nous voyons que la prise en charge des maladies obéit à deux sphères, la partie curative et la partie préventive. Et aujourd'hui, on a décidé de sortir. On a décidé de sortir de l'hôpital, aller communier avec notre population pour pouvoir faire de la prévention. Parce que nous savons que les maladies cardiovasculaires tuent en moyenne 18 millions de personnes dans le monde. Le diabète est un fléau. Et en Afrique, 70% des diabètes ne sont pas connus. Donc nous sommes là pour inciter les gens à aller se dépister. Et vous dire que toute personne au-delà de 35 ans avec des antécédents familiaux de diabète doit chaque année faire une glycémie à jeun. Tout à fait. Certes, nous n'avons pas les données spécifiques, mais nous savons à chaque jour de consultation, nous dépistons souvent de nouveaux malades. Et ce qui fait qu'avec les dernières données de l'IDF, qu'il y a 70% de diabètes qui ne sont pas connus. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller vers
la population, les inciter à venir se dépister, autant dans les maladies cardiovasculaires, le diabète que l'hypertension artérielle. Ziguinchor vers une journée internationale dédiée au naufrage du Joola. Les familles des victimes rescapées et orphelins prévoient d'organiser la première édition entre fin juin et début juillet. L'événement se tiendra concomitamment à Dakar et Ziguinchor, suivant les propos du porte-parole de l'organisation au micro de Boubacar Diasse et Hali Djemé. Permettez-moi de rappeler que le lot de matériel dont on va procéder à la remise symbolique ici à Ziguinchor entre dans le cadre du programme de réhabilitation, d'extension et d'équipement initié par le Promoville au profit des postes de santé du quartier de Santhiaba, de la commune de Louga, du poste de santé de Tchossé, en cadre dans la commune de Mbour, et de celui de Lindiane Kobada, ici dans la commune de Ziguinchor. Voilà, nous reviendrons sur cet élément dans nos toutes prochaines éditions. Nous vous le disions, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie va entamer la construction d'un barrage hydroélectrique au Sénégal. Ce projet d'envergure à Kédougou vise à produire de l'électricité qui sera partagée entre les 4 pays membres. Voici le ministre de l'Hydraulique, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Il est au micro de Pape Faragning et Armadouba. Évidemment, c'est juste, en tant que ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal, me réjouir de la présence de mes collègues ici à Dakar, leur souhaiter un excellent séjour. Nous nous étions réunis ici il y a tout juste 3 mois et nous revoici à Dakar encore, ce qui est un signe de vitalité de notre organisation qui, depuis sa relance il y a quelques mois, a déjà posé des pas extrêmement importants dans la restructuration de l'organisation, dans la refonte de sa mission, mais également dans une nouvelle dynamique de co-construction d'un développement solidaire, d'un développement partagé, de la coprospérité dans notre ensemble sous-régional qui est l'espace de l'OMVG. On peut parler du peuple de l'OMVG qui aujourd'hui a enclenché une démarche, un jour historique, par l'installation et l'opérationnalisation de la SOGESART, qui est l'une des premières grandes réalisations de notre organisation. C'est quand même important, assez important pour être souligné, grâce au leadership, à la volonté ferme imprimée par nos chefs d'État et de gouvernement que je voudrais ici saluer et remercier pour leur accompagnement. Cheikh Abdou Bara Dolly réclame la suppression des articles 254 et 255 du Code pénal, condamnés il y a 3 ans sur la base de l'article 80 du Code pénal. L'ancien député qualifie ces articles de liberticides. Il estime incohérentes les voies de procédure judiciaire et invite à l'abrogation de ces articles. Le voici au micro de Pape Faragning et Abdoulaye Anne. À l'époque, quand on était dans l'opposition, nous disions qu'il faut supprimer l'article 80 et les autres articles liberticides, comme le 254 ou le 255. Je ne comprends pas un opposant qui dit ses idées et après on l'emprisonne. C'est inadmissible dans une démocratie. Ça doit cesser parce que le procureur de la République vise toujours l'article 80 et automatiquement c'est un mandat de dépôt. Lors du dialogue national, je suis du côté du pouvoir, mais les nouvelles autorités ne veulent pas abroger l'article 80. Mais moi, je suis toujours cohérent avec moi-même. Je suis avec le pouvoir, mais je demeure convaincu que l'article 80 et les autres doivent être supprimés du code pénal. Pour moi, tout le monde a le droit de dire son opinion dans le respect. Un article ne doit pas t'empêcher de parler, surtout sur le cas de diffusion des fausses nouvelles. C'était le cas de Ousmane Sonko après une condamnation par sursis. Par rapport à l'affaire Mambay Niang, c'est pas du tout normal et on doit revoir cet article. Le Sénégal s'est beaucoup illustré ces dernières années dans le respect et la promotion des droits humains. Révélation faite par la représentante des Nations Unies au Sénégal. C'est à l'occasion d'un atelier des parlementaires sur le droit de la femme. Voici Arlette Vondo, la représentante résidente de l'ONUFEM, au micro de Ndeye Matidjan.
Cet atelier fait suite à des échanges que le système des Nations Unies a eu avec la Commission nationale des droits de l'homme depuis un certain temps pour pouvoir mettre en œuvre une feuille de route, élaborer et mettre en œuvre une feuille de route visant justement à mettre en œuvre les recommandations de l'EPU et de Beijing plus 30. Vont nous permettre d'examiner comment avancer justement avec toutes les réformes législatives dont j'ai parlé tout à l'heure concernant le Code de la famille, où il s'agit de revisiter afin d'harmoniser et d'assurer un alignement avec les engagements internationaux, de voir comment on peut pousser le projet de Code de l'enfant qui est là depuis mais qui stagne, et pour voir également comment on peut fédérer les efforts pour les questions en lien avec les mutilations génitales mais aussi les violences basées sur le genre. Alors, le système des Nations Unies vient en appui. Donc, nous tenons à préciser que cet atelier se fait sous le leadership de la Commission nationale et nous venons d'appui à travers les 5 agences qui ont mutualisé leurs ressources techniques et financières et grâce à l'appui du gouvernement du Canada pour justement accompagner le Sénégal dans la réalisation et la mise en œuvre de sa vision 20. Une note de culture dans ce journal avec la Nuit du Rire qui a illuminé le Waalo, la 8e édition. Cette tenue avec succès, un événement devenu incontournable dans la région de Saint-Louis où les acteurs culturels lancent un appel pressant aux collectivités territoriales pour plus d'accompagnement. Voici Ibrahim Djei, initiateur de l'événement au micro de Ousseynou Diop. Nous organisons cette année la 8e édition du festival. Nous avons démarré ça en 2017. Il réunit tous les acteurs culturels du pays. Aujourd'hui, on peut dire que Dagana réunit tous les acteurs. Nous organisons cette manifestation culturelle pour permettre aux acteurs culturels du Waalo de montrer leur talent. Il y a beaucoup d'acteurs ici, mais nous manquons de soutien. C'est le moment de lancer un message aux autorités. Nous voulons qu'elles nous soutiennent parce que nous voulons développer la culture dans toute la région de Saint-Louis, à Dagana, à Richard-Toll et à Gaïa. Nous voulons aussi le soutien des collectivités locales. Nous vous le disions en titre, zoom à présent sur l'Organisation des Nations Unies, plus particulièrement sur le processus d'élection de son secrétaire général. Comment choisir celui ou celle qui devient la voix de la communauté internationale entre tractations diplomatiques, droit de vote des grandes puissances et exigences de transparence. Ce reportage vous plonge dans les coulisses d'une élection pas comme les autres. Immersion avec Daniel Diouf. C'est l'article 97 de la Charte des Nations Unies qui stipule que le secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Le processus débute officiellement par une lettre conjointe de la présidence de l'Assemblée générale et celle du Conseil de sécurité publiée pour annoncer l'ouverture des candidatures. Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par lettre accompagnée de leur CV et d'une déclaration de vision stratégique. Les candidatures sont ensuite communiquées à tous les États membres de l'ONU, 193 au total. Les candidats sont invités à participer à des dialogues informels et publics devant l'ensemble des États membres de l'Assemblée générale où ils exposent leur vision du poste et répondent aux questions. Cette étape, introduite récemment, vise à démocratiser et à rendre plus transparent le processus, autrefois réservé à des tractations à huis clos entre les membres permanents du Conseil de sécurité. Après les auditions, le Conseil examine les candidatures. Plusieurs tours de scrutin à bulletin secret peuvent avoir lieu pour dégager un consensus. Une remarque de taille: les membres permanents du Conseil, dont la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, disposent d'un droit de veto et peuvent bloquer toute candidature. Aucun candidat ne peut être recommandé si un seul membre permanent s'y oppose, ce qui donne à ces pays un pouvoir déterminant dans la sélection. Un État membre du Conseil de sécurité, surtout un membre permanent, peut aller plus loin en votant contre un ou en exerçant des pressions diplomatiques pour empêcher l'émergence d'un candidat même national. Un cas historique existe. En 1996, l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, alors secrétaire général sortant, souhaitait un second mandat. Il était soutenu par la majorité des membres de l'ONU, y compris son pays.
Mais les États-Unis lui ont opposé leur veto, mettant fin à sa reconduction. Le Conseil de sécurité recommande officiellement un seul candidat à l'Assemblée générale. Cette recommandation est généralement adoptée par acclamation ou à l'issue d'un vote. La recommandation doit être adoptée par au moins 9 voix sur 15, incluant les voix favorables de tous les membres permanents, conformément à l'article 27 de la Charte des Nations Unies. En résumé, le Conseil de sécurité filtre les candidatures, choisit un candidat par un vote où le veto des membres permanents est déterminant, puis transmet sa recommandation à l'Assemblée générale qui procède à la nomination formelle. Pour rappel, le secrétaire général des Nations Unies est le plus haut fonctionnaire de l'organisation et incarne ses idéaux, ainsi que l'autorité morale de la communauté internationale. Son rôle est à la fois diplomatique, administratif et politique. Il agit donc comme diplomate, administrateur, médiateur et porte-parole, tout en défendant les valeurs fondamentales de l'ONU et en veillant à la paix, à la sécurité et au respect des droits humains à l'échelle mondiale. Son mandat est de 5 ans renouvelable. Merci à vous, Daniel Diouf, sur ces précisions sur le processus d'élection du poste de secrétaire général de l'ONU. Et puis, cette actualité sportive sur la planche à roulettes, la deuxième édition a vécu ce samedi à Ngor en présence de nombreux jeunes passionnés. Objectif de la rencontre, préparer les athlètes en vue des prochaines échéances sportives, promouvoir la culture urbaine et le talent local. L'ambiance était au rendez-vous entre performance, style et esprit d'équipe, nous dit Lisa Prera. Ils étaient à peu près 40 jeunes participants à cette deuxième édition, une compétition de skateboard organisée par le premier club de skate du Sénégal. Des jeunes garçons et filles très motivés par la pratique de cette discipline. On a commencé en 2022. Coach Moussa moom li mu ñu jàngal bëri na moom. man waaw yaakaar naa ne mën naa porter drapeau Sénégal waaw. section yaa ngi woon kañ. waaw yaakaar naa dina andi dara kañ. médaille rek. C'est très important aussi. De nos jours, il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont ni rien à faire, comme d'autres. Il y a des gens qui veulent faire du skate, mais n'ont pas le moyen. Donc, c'est une bonne idée de venir faire du skate pendant les jours des étés, oui, pendant les vacances. Une initiative saluée à sa juste valeur par les autorités locales. Encourager Moussa bi nga xam ne moom moo koy def xam ne sport yombul parce que nit sport dafa compliqué da ngay gis ne c'est quelqu'un boo xam ne dafay def ay moyens day joxe ay moyens investir si mais li muy investir yëpp defu ko pour nation bi moo tax mu koy def pour village bi tax moo tax mu koy def donc ku mel noonu d'abord c'est dañ ko war a remercier jàppale ko parce que man ci tey sportif xam naa soit boo nekkee président de club wala soit boo nekkee ci sport bi toujours da ngay joxe mais li di dugg du bari wala dara du dugg. Pour l'organisateur de cette compétition, il est important d'initier les tout petits à cette discipline olympique qui pourrait nous valoir beaucoup de médailles. Aujourd'hui, de cet événementiel qu'on a organisé, c'est la deuxième édition que j'organise ici. Chaque année, j'organise ça ici dans le but de préparer les athlètes qu'on a ici pour le JOJ 2026 qui arrive bientôt au Sénégal. C'est le premier club de skate qui existe ici au Sénégal. On a d'espoir, on a beaucoup d'espoir ici avec les jeunes qu'on a. On a des bons athlètes qui sont là et pas mal de jeunes. Et on a Mamadou Samou aussi qui est trop bon. On a Omar Mbengue qui a emporté le championnat du Sénégal 2024 avec la fédération sénégalaise. Donc on est dans le travail. À la fin de la compétition, tous les participants, qu'ils gagnent ou pas, ont reçu des cadeaux. Et la prochaine étape est de préparer les représentants pour qu'ils portent haut le drapeau du Sénégal aux prochaines Jeux olympiques de la jeunesse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la réalisation. Habib Faye, Vieux Diouf et puis Pape Marguerite Diakhaté et Daouda Gueye. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Et puis, bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.